Alors, oui, les biens patrimoniaux, c'est assez large. Donc, on resserre directement cette question sur les biens archéologiques qui me concerne beaucoup plus en matière de lutte. Tout d'abord, pour définir ce trafic, il s'agit pour nous de combattre le commerce illégal des biens culturels archéologiques, hein. Donc, pourquoi? S'il n'est pas découragé, il génère dans un premier temps l'évocation clandestine, pour lesquelles les trafiquants et pilleurs prospèrent, ils s'enrichissent avec des activités transactionnelles délictuelles, voire criminelles. Ces dernières favorisent une économie souterraine qu'elles alimentent et elles s'amalgament à toutes sortes de trafics aussi bien répréhensibles, qu'il s'agisse de celui des armes, des stupéfiants ou de la traite humaine. À l'ère du numérique, c'est un trafic qui se manifeste surtout sur le web, voire dans le dark web. Ce dernier est difficilement accessible ou perceptible par les non-initiés, c'est-à-dire par le public dans sa généralité. Dans un second temps, ce commerce illégal des biens archéologiques se pérennise et se renforce grâce aux biens collectés lors des pillages archéologiques. Car tout s'amasse, tout se collectionne, mais surtout tout se monnaie. De fait, s'il est tout aussi judicieux de s'attaquer aux infractions d'achat ou de vente des biens archéologiques douteux sur le web, ou lors des vides-greniers et des brocantes, il est primordial de batailler contre le pillage archéologique. Cette lutte n'est pas nouvelle, comme vous le savez à Athènes, vous êtes bien passé pour le savoir. On le mesurait déjà au XIIe siècle avant notre ère à travers certains papyrus de l'Égypte pharaonique qui recensent ce phénomène et la violation des sépultures royales. Notre réflexion principale est donc de nous demander ce que sont ces pillages archéologiques à l'échelle nationale, d'en faire l'état pour comprendre le trafic illégal qu'ils génèrent en France et à l'étranger. Depuis la fin des années 90, mais déjà rapporté dans les années 50 par le directeur des Antiquités de Provence, c'est-à-dire M. Fernand Benoît, puis au milieu des années 70, avec la commercialisation des détecteurs de métaux, le pillage de la ressource archéologique, qu'elle soit visible ou invisible, enfouie ou immergée, est devenu problématique. C'est l'usage majoritairement détourné de l'outil pour la quête de l'objet archéologique qui nous a obligés. Les services culturels de l'archéologie et les archéologues ont très tôt alerté sur ce fléau, sans qu'ils n'aient trouvé auparavant un réel écho. Aujourd'hui, conjointement, nous nous intéressons à dissuader les prélèvements clandestins et les actes de destruction du contexte archéologique par des membres de la communauté française des prospecteurs du détecteur de métaux. Il s'agit donc de protéger les artefacts, les écofacts, leur contexte et leur environnement, c'est-à-dire ce que l'on nomme les archives du sol, donc de les préserver de la destruction pour protéger l'histoire, notre mémoire collective, celle qui reste à découvrir et à écrire par l'archéologie. Précisons que si le personnage d'Indiana Jones peut créer des vocations chez certains prospecteurs, la démarche de leur recherche n'a rien d'archéologique, et ce, quel que soit le motif prétexté pour collecter au passage l'objet ancien. Au regard de la loi, pour certains, ils sont des pilleurs, des amasseurs compulsifs et des brocanteurs de terre, c'est-à-dire des trafiquants de bouts d'histoire. Ce trafic justifie la lutte que nous menons depuis des décennies, et plus particulièrement dans les années 2010-2015. Elle s'est matérialisée par la mise en œuvre de conventions cadres en 2020, puis en 2022, entre la Gendarmerie nationale et le ministère de la Culture, et bien évidemment ses services déconcentrés. Il en a été de même aussi avec la douane, hein. Donc, tout comme les différents réseaux d'acteurs de la sauvegarde, de la conservation et de la promotion du patrimoine archéologique, la Gendarmerie nationale s'est positionnée pour sensibiliser, prévenir et informer les publics sur les risques et les atteintes portées au patrimoine archéologique. Alors, en interne et dans le respect de ces deux conventions, en mai 2021, nous avons mis en place un premier réseau de 18 référents archéologie pour le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, dont je suis le référent adjoint archéologie. Puis, suite à volontariat et formation en septembre 2022, ce réseau s'est étoffé d'autres référents en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes aujourd'hui à peu près 73. Nous sensibilisons et informons les publics, qu'il s'agisse de nos concitoyens ou des élus, y compris les polices municipales. Nous traitons les procédures relatives aux atteintes archéologiques pour le domaine terrestre, subaquatique et maritime. Sachant que pour ce dernier, la gendarmerie maritime de la région Méditerranée a son propre réseau de référents que j'ai formé en mai 2017. Aujourd'hui, il y a des référents archéologie gendarmes sur tout le territoire de la République et pour les Outre-mer. Au final, notre rôle est de sensibiliser, de prévenir et de mener des enquêtes relatives aux infractions archéologiques. Et ce, afin que les publics perçoivent d'une part l'utilité de protéger la ressource archéologique pour le scientifique et d'autre part qu'ils bénéficient d'une information de sensibilisation sur les risques pénaux encourus par les prospecteurs clandestins et les trafiquants d'objets.
Cette sensibilisation et les condamnations en justice, relayées très souvent par les médias, contribuent à faire œuvre de pédagogie, tout comme les expositions sur la thématique qui se sont tenues comme à Saint-Germain-en-Laye ou au musée de l'art atlantique, ou se tiennent encore temporairement comme celle qui a encore lieu au musée d'histoire de Marseille. Elles servent donc à dissuader et à infléchir les pillages et les trafics des biens archéologiques. Mon rôle de conseiller technique en région, notamment en matière de législation et de procédure, est d'informer, former, documenter et conseiller les gendarmes, dont les référents, mais aussi, aujourd'hui pour le département des Bouches-du-Rhône, il est d'évaluer les atteintes archéologiques au régional. Cette politique de coopération interservice de l'État en région est payante, puisque pour ce dernier, nous avons constaté un infléchissement significatif des atteintes de 74% entre 2022 et 2023. Avant tout, il faut faire œuvre de pédagogie en sensibilisant les publics, quels qu'ils soient, sur ces atteintes qui sont portées à notre patrimoine archéologique. Il faut permettre à chacun de comprendre qu'il existe une législation française, mais aussi européenne, internationale, qu'il y a des traités et des conventions. Tous ces actes législatifs le protègent. Ce pourquoi les lois ont été promulguées, c'est-à-dire dans l'intérêt de sauvegarder cette ressource, les sites archéologiques, et de sanctionner les contrevenants. Ensuite, il faut s'assurer de la préservation de cette ressource archéologique. C'est le rôle des conservateurs, des archéologues, des associations, des agents de l'État et des collectivités, et bien évidemment celui de nos concitoyens, qui peuvent signaler au procureur de la République et à la gendarmerie toutes les atteintes qui sont portées à leur connaissance. Sensibiliser et alerter sont efficaces pour décourager les pillages et les trafics archéologiques, afin que cette ressource non renouvelable puisse être protégée et étudiée par les archéologues de demain. Conjuguée à la coercition, qui fait aussi œuvre de pédagogie par les sanctions judiciaires, ces actions dissuadent les déprédations archéologiques et à terme amoindrissent les trafics illicites. Je conclurai en insistant sur le fait que chaque citoyen, jeune et adulte, est un acteur pour la défense de notre patrimoine archéologique commun et de notre mémoire collective.